Merci de votre confiance, Pierre-Yves. Je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai essayé de lancer cette expression de trotsko-libéralisme. Vous aviez donné un certain titre à ma conférence, j'en ai trouvé un meilleur depuis, mais c'était trop tard, c'est « De quoi Macron est-il le nom ?» Mais on pourrait sous-titrer en disant « Le syndrome du trotsko-libéralisme ». Alors, la loi Macron, comme l'ont dit à peu près le même jour et dans les mêmes termes Sarkozy et Hollande, ce n'est pas la loi du siècle. En tous les cas, dans son état final. Mais elle signifie beaucoup. Alors, je passe sur le personnage que vous avez évoqué. Effectivement, passer de la banque Rothschild au statut de ministre socialiste, c'est quand même assez inédit. Ça aussi, ça parle beaucoup sur un certain état de la société et du monde politique. Je crois qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas osé. Aujourd'hui, on ose tout. On ose tout. Ça me fait d'ailleurs penser à un petit dessin du Canard enchaîné qui on voyait Macron en train d'accompagner je ne sais plus qui, Valls ou Moscovici vers Berlin. Et Moscovici lui dit « Tu parleras à la banque Rothschild, pas trop de Bercy parce que ça ne ferait pas sérieux. » c'est... Je ne parle pas de la personne, parce que je connais mal, mais enfin, je parle de la signification de son curriculum vitae. Alors, il a produit, avec d'autres, avec tout le gouvernement d'ailleurs qui s'y est mis, une loi pour la croissance et l'activité. Alors, on a annoncé la loi qui devait libérer la croissance en France. En réalité, on est très loin du compte, car le gouvernement voulait à tout prix que cette loi passe, et donc il voulait lever les obstacles de quelque manière que ce soit. Donc les mesures qui rencontraient quelques oppositions, notamment celles qui concernent les notaires et les autres professions juridiques réglementées, ont été très atténués. Il en reste quelque chose quand même. D'autres sujets difficiles, comme le statut des avocats d'entreprise, le statut des pharmaciens, ont été renvoyés à d'autres lois. On verra ce que ça donnera. On est dans une société de communication, ce que Guy Debord a appelé la société de spectacle. L'important est qu'il y ait une loi qui s'appelle loi Macron, loi pour la croissance et l'activité. Son contenu, après tout, n'est pas essentiel. On pourrait dire, avec quelques réserves, qu'il s'agit in fine d'une grande opération de communication. Enfin, je dis in fine parce que tout de même, c'est un morceau substantiel avec 106 articles, en réalité 307, parce qu'il y a des bis, des terres, des quaters, etc. Et puis 250 sujets sont abordés. Y compris des sujets très très variés, la publicité dans les stades, la publicité commerciale dans les stades, et vous y trouvez un article qui est subversif par rapport à l'héritage chrétien, qui a été glissé dans le courant du débat et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. On aurait pu appeler en réalité cette loi DDoS. Pourquoi DDoS ? Parce que dans la tradition législative, il existe le DDoB et DDoS, c'est-à-dire que à la fin de l'année, il y a toute une série de petites mesures que les ministères ont besoin de prendre pour des raisons techniques et qu'on regroupe. Alors si c'est du budget, on appelle ça différents objets budgétaires. Si c'est du social, on dira différents objets économiques et sociaux. Alors, en réalité, quand on veut faire ce genre de loi, on appelle tous les ministres et on leur dit écoutez, regardez dans vos tiroirs, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'il y ait un vague rapport à ce thème de la libéralisation de l'économie. Alors chacun gratte, chacun cherche dans ses tiroirs et propose. Et puis le Conseil d'État est chargé de mettre tout ça en ordre. Alors je ne dis pas le souci pour le Conseil d'État, je connais bien le président de section qui a été chargé
de tout ce magma de faire quelque chose qui ressemble à une loi, il a failli s'arracher les cheveux. On voit là aussi le paradoxe du fait que, en raison de notre inflation législative et réglementaire, nous avons des lois tout le temps, dans tous les sens, et comme on fait des lois, pour faire des lois, on se rend compte après qu'il y a telle ou telle disposition qui ne cadre pas, qui ne répond pas à tel problème précis, qui impose un autre qu'on n'avait pas prévu. Donc 6 mois après, on était obligé de corriger la loi existante. Alors comment on la corrige? On rajoute un paragraphe, par exemple si un article qui fera 2 lignes, et qui pourra être clair, on ajoutera un paragraphe d'exception qui en fera 10. Et c'est ainsi que vous avez toute la mécanique inflationniste de notre législation qui apparaît dans ce système. Je suis à peu près persuadé que sur ces 250 matières qui sont traitées par la loi Macron, on va s'apercevoir dans 6 mois ou dans 1 an qu'il y a des tas d'articles qui ont une bonne intention mais qui manquent un petit peu leur sujet, leur visée, qui posent des problèmes qu'on n'avait pas prévus, et on aura matière pour refaire des lois, refaire des textes, et généralement en allongeant ce qui existe plutôt qu'en les raccourcissant. C'est le mécanisme pervers de la complexité qui me paraît personnellement antilibéral. Ce grand libéral de Macron n'y échappe pas, et c'est un peu dommage. Alors dans ce fourre-tout, il y a forcément de bonnes choses, généralement assez techniques, permis de raccourcir les délais d'obtention du permis de conduire en cas d'échec, qu'on ne soit pas obligé d'attendre plus de 45 jours pour le repasser, ça me paraît pas idiot, ça me paraît pas mauvais. L'institution de bourses régionales, parce que vous savez qu'il y avait une bourse nationale qui aujourd'hui a disparu puisque se fait sur Internet, mais sous la 3e et la 4e République, vous aviez la bourse à Bordeaux, une bourse à Lyon, une bourse à Marseille, et puis à un moment donné, on a trouvé que c'était ringard, qu'il fallait tout regrouper dans la bourse de Paris. Et puis aujourd'hui, c'est assez significatif sur le sens de l'histoire, la notion de sens de l'histoire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça serait bien utile d'avoir à nouveau des bourses à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Lille, peut-être à Strasbourg, pour créer un circuit direct de financement des PME régionales au travers de l'épargne régionale, qui est, comme toutes les formes d'épargne, plus abondante qu'elle n'a jamais été dans l'histoire, puisqu'on est dans une période très particulière où les riches ne savent plus quoi faire de leur argent. Alors c'est pas idiot, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est pas idiot. Alors l'épargne salariale est encouragée et développée. Vous avez, oui, je suis venu pour en dire un peu de bien quand même. On a instauré une carte de l'ouvrier du bâtiment. Ça, c'est pas pour éviter ou limiter le travail clandestin. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une entreprise de bâtiment, il faudra aller chercher à la préfecture une carte qu'il faudra produire quand il y a une inspection du chantier. Et évidemment, pour avoir cette carte, il faudra être en règle quant au contrat de travail, quant aux conditions de séjour, j'espère en tous les cas, et autres. Et puis, il est question d'accélérer la justice prud'homale. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, il y a des mesures contre lesquelles M. Mélenchon a beaucoup crié. Moi, ça ne me paraît pas une mauvaise idée d'accélérer la justice prud'homale, parce que là aussi, paradoxe significatif, jusqu'au début des années 80, je crois, les licenciements collectifs étaient sous la police des inspections du travail. Alors ça passait pour très antilibéral. On a dit le vrai libéralisme, c'est que les litiges du travail se règlent devant des juridictions et non plus devant une administration. Le problème, c'est que les juridictions, à la fois moins compétentes, moins outillées et confrontées à des plaideurs souvent infatigables, se sont avérées pour les chefs d'entreprise un système beaucoup plus compliqué que ne l'était auparavant le contrôle de l'inspection du travail, qui disait oui et qui disait non, ou qui disait non, et qui était généralement compétent et au courant de la marche de l'entreprise. Alors, on ne va pas revenir au contrôle des licenciements par l'inspecteur du travail, mais il y a une amodiation de la justice prud'homale qui n'est pas forcément inutile. Ça ne va pas aboutir à la flexibilité dont rêve le patronat, mais ça sera sans doute un peu mieux. À côté de ça, des dispositions discutables ou carrément mauvaises. Faut-il privatiser le GIAT et privatiser
un morceau supplémentaire d'EDF, on peut se le demander. Et surtout l'extension de 5 jours à 12 jours, la possibilité de déroger à l'interdiction du travail le dimanche pour les commerces, et un certain nombre de commerces, notamment les grandes surfaces, et dans certains périmètres, qui a fait l'objet d'un débat, puisque, enfin, je vous dirai pourquoi cette décision a pu être contestée. L'entrée au capital, alors on a beaucoup tempéré le changement de statut des notaires, mais tout de même on a glissé la possibilité d'une entrée au capital de sociétés d'études de notaires et des autres professions réglementées, comme on veut le faire aussi pour la pharmacie, de sociétés financières. Avec une limite, il faut que 50% soient détenus par des sociétés financières, elles-mêmes détenues par des professionnels. Donc les non-professionnels pourront rentrer à hauteur de 50% dans la possession d'un cabinet d'avocats, d'un cabinet de commissaire-priseur, mais bon, c'est évidemment la porte ouverte. La prochaine loi, ça sera plus 50, ça sera 75, très probablement. Alors c'est pas pour s'agissant de la libre installation des notaires, elle est très limitée, très encadrée dans des zones où il en manque. Donc ce qui devait être libéral se transforme en un certain dirigisme. Enfin, il reste quand même pas mal de mesures qui donnent l'impression que l'on a cédé aux demandes des partisans du libéralisme et aux demandes des instances européennes. Suffisamment, ça je n'en suis pas sûr, est-ce suffisant pour amadouer Bruxelles et Berlin ? Parce qu'en définitive, tout ça par derrière, c'est une grande opération de communication à l'intention du grand public, à l'intention du patronat, mais surtout à l'intention des instances européennes qui s'impatientent de voir que la France ne porte pas remède à ses déficits excessifs, promet d'arranger la chose l'année prochaine, mais ne les arrange jamais. Alors, ils commencent à avoir des boutons, ils ne pourront pas chasser la France de la communauté européenne, bien entendu, parce que ou de l'euro, parce que ce serait la fin de l'euro de la communauté européenne, mais il faut quand même leur donner du grain à moudre, il faut quand même leur donner quelques satisfactions, il faut l'apparence d'une satisfaction, de telle manière que Mme Merkel puisse se dire, Mme Merkel est sans doute pas dupe, mais qu'elle puisse dire à ses députés du Bundestag, qui eux-mêmes pourront dire à leurs électeurs, ah ben la France, on lui fait on est patient avec elle parce qu'elle fait des réformes, elle se réforme. J'ai entendu, Bruxelles, et ça c'est tout à fait typique de notre temps, ne demande pas qu'on fasse de bonnes réformes ou des réformes, il demande des réformes. Bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Et Pierre-Yves a eu le bon goût de rappeler un livre que j'ai écrit pour montrer qu'au cours des 20 dernières années, la plupart des réformes, quand on les analyse bien, ont été totalement contre-productives par rapport à leur objectif. Et je crains que ça ne continue avec une grande partie de cette loi. Alors, il faut tout de même, avant de porter un jugement, et de se dire trop facilement que cette loi est finalement négligeable ou une accumulation de mesures de détail, voir la rhétorique et les intentions qui étaient derrière. Parce que ces intentions, il est clair qu'elles vont revenir à la surface un jour. On a dit que c'était une loi de libéralisation. M. Macron, dans son discours introductif, dit qu'il faut en finir avec les corporatismes français et il faut en finir avec toutes les entraves à la liberté de l'entreprise en France et à la liberté de l'initiative. Et en point de mire, il y a, avec une promesse sous-jacente d'aller plus loin, les professions réglementées dont on ne supporte pas qu'elles ne soient pas soumises à une concurrence, sinon pure et parfaite, du moins beaucoup plus avancée, comme d'ailleurs ça se trouve dans l'acte unique européen. On peut se méfier et se dire que 12 jours d'entorse au repos dominical, ce n'est qu'un prélude à 20 jours, puis 25 jours, puis 52, enfin 20 dimanches, puisqu'au total il y a 52 dimanches, et à une banalisation de la semaine, donc à une perte de ce repère ancestral qui remonte au premier commencement de la Bible, du repos, sinon du dimanche, du moins du sabbat, et qui est constitutif de l'anthropologie européenne et occidentale,
puisque le regretté André Chouraki disait que le fondement de la culture européenne, c'est la Bible. C'est pas que la Bible, mais enfin, c'était bien qu'ils le disent. Et puis, il y a une insertion assez vicieuse sur le calendrier qui jusqu'ici était calqué sur le calendrier chrétien, non point comme fait religieux, mais comme fait culturel, pour toutes les fêtes qui ne coïncident pas avec un dimanche, c'est-à-dire Noël, l'Ascension, quelques autres, le lundi de Pentecôte. Et puis, on veut faire rentrer la subversion de ce calendrier par la petite porte. La petite porte, c'est l'outre-mer. Sachant que dans l'outre-mer, il y a au moins un département qui est assez varié sur le plan religieux, c'est le département de la Réunion. Donc le préfet aura le droit de substituer aux fêtes existantes, on dit n'importe laquelle sauf telle, c'est-à-dire toutes les fêtes civiles, le 8 mai, le 1er mai, etc., une fête issue des traditions locales. On ne dit pas que ça sera la fin du Ramadan, mais ça pourrait être ça. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Y aura-t-il des préfets assez courageux pour prendre le risque, si on ne leur en donne pas l'ordre express, mais je pense qu'on va le leur donner, d'effectuer cette substitution. Qu'est-ce qui va se passer à La Réunion, parce que à la Guadeloupe, je ne crois pas que le problème va se poser, sachant que la Guadeloupe, il n'y a pratiquement pas de musulmans et il y a 100% de chrétiens, dont une grande partie d'évangélistes, mais qui ont en fait le même calendrier. Toujours est-il que si ça marche bien à La Réunion, on pourra ensuite faire la même chose pour la France métropolitaine. Alors, qu'on le veuille ou non, il y a dans cette loi Macron les prémices d'une attaque en règle contre un certain nombre de repères fondamentaux. Et cette attaque répond, s'inspire d'une certaine conception du libéralisme aujourd'hui dominante et qui se traduit presque toujours et sur tous les sujets par la déconstruction d'une institution existante, la destruction d'institutions, au sens que les professeurs de droit donnent aux institutions, enfin, au sens très, et même les sociologues, au sens très très large. L'État est une institution, tel ou tel service d'État peut être une institution, la commune est une institution, l'éducation nationale est une institution, etc. etc. Si vous voulez, on s'aperçoit que la plupart de ces réformes qui sont entreprises, quelque part, elles déconstruisent une institution. Et donc des repères. Alors cette conception du libéralisme par déconstruction est dominante incontestablement à Bruxelles et dans le texte fondamental qui inspire la plupart de ces réformes, qui est l'acte unique, préparé par Jacques Delors et soumis à l'approbation des différents pays en 1987, donc il y a déjà longtemps, mais qui n'est pas encore entièrement entré en application. Vous avez en France, très anciennement, vous aviez le général de Gaulle, parce que la tentation libérale, si je puis dire, la tentation du tout marché est assez ancienne. Le général de Gaulle, en 1958, avait demandé à deux experts, qui étaient Jacques Rueff et Louis Armand, de faire un plan de modernisation de la France. Et ils ne s'étaient pas fatigués, ces deux-là. Rueff était un libéral affiché, Armand non, mais enfin ils n'étaient pas fatigués. Ils avaient pris tous les secteurs de l'économie française où il y avait encore des réglementations. Alors il y avait bien entendu les notaires, les professions réglementées, les médecins, mais il y avait aussi les taxis, auxquels on n'a pas osé toucher cette fois-ci, ainsi de suite. Et alors, moi j'ai fait Sciences Po quelques années plus tard, comme certains d'entre vous peut-être, pendant toute une génération et demie, peut-être même 2 générations, on nous a ressassé que c'était bien dommage que tous les conseils de M. Rueff et de M. Armand n'aient pas été suivis de libéralisation intégrale de l'économie française. Et aujourd'hui, dans ceux qui nous gouvernent, ou qui gouvernent à Bruxelles, où il y a beaucoup de Français, et des Français qui généralement ne pensent pas comme nous, ou en tout cas comme moi, il y a cette inspiration, ce ressassement de l'Institut d'études politiques de Paris, où on a sans cesse regretté devant les étudiants. Et je suppose qu'en François Hollande, quand il était maître de conférence, a dû dire la même chose. J'ai entendu Jacques Attali le dire à la radio, il y a déjà quelques années, regretter que M. Rueff et M. Armand n'aient pas été écoutés comme il l'aurait fallu par le général de Gaulle.
Donc c'est un petit peu une vieille rengaine tout ça. Et vous vous apercevez que Macron n'a pas fait beaucoup d'efforts non plus d'imagination. Il est allé chercher dans ce catalogue. D'autant qu'il a été éclairé, renforcé par une étude de l'inspection des finances qui prend bien en tête les professions réglementées. L'inspection des finances, l'inspection générale des finances, quand on vous dit les énarques ont beaucoup de pouvoir en France, etc., il y a 5% des énarques qui ont du pouvoir, c'est ceux qui sont dans l'inspection des finances. Les autres, ils obéissent à l'air du temps. Et les inspecteurs des finances se constituent un corps assez prestigieux, puisque ils sont sortis dans les premiers de l'ENA. Ils sont à peu près tous d'accord, sauf François Asselineau et Philippe Villain. Ils sont à peu près tous d'accord sur tout. Tous d'accord sur l'euro, ça, bien entendu, et sa nécessité. Et puis tous d'accord sur la nécessité de casser toutes les protections qui pourraient subsister dans l'économie française. Alors, ils font régulièrement des rapports qui ne sont pas intellectuellement très compliqués, puisqu'ils disent tous la même chose dans le même sens, et c'est l'application d'un schéma abstrait qui est appliquons le marché là où il n'y a pas de marché à tel ou tel domaine successivement. Donc il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances contre les professions réglementées, et puis par imbibation, c'est un peu ce qu'on pense dans les hautes sphères, pas tout le monde, fait du PS ou de l'UMP. Aujourd'hui. Alors, je voudrais dire un mot d'une autre réforme très parallèle, qui n'est pas à proprement parler d'une réforme libérale, mais qui s'inspire du même simplisme et qui est parmi les 4 réformes qui resteront pour le malheur et sans doute pour le pire dans la mémoire du quinquennat Hollande. C'est un autre de ces grands changements, c'est la réforme territoriale. Alors le principe est simple. C'est big, small is beautiful, c'est big is beautiful. Hein. Vous avez 2 ou 3 entités, vous les regroupez, ça sera mieux qu'avant. Alors, on l'a fait pour le Pôle emploi, on l'a fait pour France 2 et France 3, on le fait pour les régions maintenant, on le fait pour les communes, on l'a fait en partant de cette idée totalement fallacieuse qu'en matière publique, il y a des économies d'échelle comme il y en a dans le secteur privé. Or, c'est exactement le contraire. Dans l'économie publique, vous avez un taux de rendement décroissant en fonction de la taille des organismes. Et je ne connais aucune exception à cette règle qu'on vient de me la dire, si quelqu'un en connaît. Hein. Alors, là, on n'a pas, là non plus, c'est un peu velléitaire tout ça. On n'est pas allé aussi loin qu'on le souhaitait. Les initiateurs voulaient passer de 20 à 7 régions, et puis ils sont passés de 20 à 13 régions, en se disant peut-être que la prochaine fois on fera mieux. Bon, petite parenthèse, nous sommes désormais la seule région, nous avons les seules régions d'Europe qui ne correspondent pas à des entités historiques. Parce qu'en Allemagne, dont on nous a dit que les Länder correspondent à nos régions, parce que les Länder ont perdu beaucoup de pouvoir, hein, ils n'en ont pas beaucoup plus que nos régions aujourd'hui. Que les Länder, c'était le modèle est imité. D'abord, ils sont très inégaux de taille, et tout simplement parce qu'ils suivent des découpages historiques. Et nous avions, en 1964, je ne sais pas si c'était l'influence de Charles Maurras ou autre, je ne sais pas, en tout cas la volonté du général de Gaulle, par-delà la grille des départements instaurée par la Révolution, au-dessus, nous avions découpé 21 régions qui correspondaient toutes, et très bien, assez bien, à des réalités historiques, avec une seule erreur qui a servi d'alibi pour tout casser, c'était la distinction entre la Basse et la Haute-Normandie. Alors, ensuite, là-dessus, sont venus se greffer des institutions régionales. Au départ, il n'y avait qu'un préfet de région, et c'était très réussi. Et ça donnait satisfaction à tout le monde. C'est ça le principe des réformes aujourd'hui, c'est quand tout va bien, que personne ne se plaint, que personne ne demande rien, eh bien on réforme. Ça, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien en France aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on les réforme. C'est parce que quand quelque chose va vraiment très mal, comme l'école, il s'avère qu'on ne réforme rien du tout. Alors, on est passé de 20 à 13. Alors, ça va donner des alliances assez arbitraires, comme l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Ça sera la seule région en Europe qui est à cheval sur une frontière linguistique. Parce que la Catalogne n'est pas une frontière linguistique, là, le Haut-Adige ne l'est pas. Je veux dire, on a respecté les frontières linguistiques. Là, on les a chevauchées. Et puis à côté de ça, vous avez la disparition des communes. Ça, c'est pas M. Hollande qui l'a commencé, mais ça continue.
et des cantons, ça c'est une loi de Hollande passée relativement inaperçue, qui a réformé le scrutin régional, le scrutin départemental qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui avec un système abracadabrant. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a regroupé les cantons de telle manière qu'aucun ne fasse moins de 10 000 habitants. Alors dans certaines zones particulièrement déhéritées, comme les hauts plateaux du Larzac ou des Cosses du Quercy, on a regroupé 5 cantons. Et là, vous avez 2 conseillers généraux qui sont élus conjointement, un homme et une femme, sur le même ticket, et chacun ayant un suppléant, un homme et une femme. Vous avez 4 personnes sur le ticket, il faut que ce soit 2 hommes et 2 femmes. Il faut pas il faut plus un homme et une femme pour se marier à la mairie, mais il faut un homme et une femme pour se présenter au conseil général. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon bon ami Jean Lassalle, qui m'avait raconté ça quand on était en train de le discuter, de le voter, il levait les bras, ses grands bras qu'il a très grands au ciel, en disant mais qu'est-ce qu'on est en train encore inventé. On peut se le demander en effet. Alors on regroupe à tour de bras les communautés d'agglomération et communautés de communes pour qu'elles aient la taille critique. Alors personne ne sait ce que c'est que la taille critique. Figurez-vous que... et là aussi pour faire des économies d'échelle. Alors j'étais à la chasse dans le Quercy il y a 3 semaines, je crois, à Bacat-en-Quercy, retenez le nom, celui historique, avec une compagnie assez sympathique, une battue, j'y vais pas souvent, j'y vais une fois par an, mais... Et alors, on a regroupé les 2 communautés de communes, celle de Montcuq et celle de Castelnau-Montratier, qui tout ensemble constituent la vieille petite province du Quercy blanc. Et un gars qui était à côté de moi me dit, ingénument, il me dit, mais on est en train de chercher un ingénieur, parce qu'il y avait 5 personnes pour s'occuper de la voirie d'une communauté et 5 personnes pour s'occuper de la voirie de l'autre. Et comment on les regroupe? Il faut de la coordination, donc on recrute un ingénieur. Alors j'ai dit, évidemment, vous allez compenser cet emploi en supprimant sur une de ces 5 personnes chaque fois. Il m'a dit non, pas du tout, il va venir en plus. Et c'est pas nouveau, je vous signale aussi que la réforme régionale, à Bordeaux, la région Aquitaine va être enrichie du Limousin et du Poitou-Charentes, on est en train de recruter des gens pour coordonner les 3 nouvelles régions. Et je vous fais mon pari qu'on en congédiera aucune dans celles qui existent à Limoges ou à Poitiers. C'est-à-dire que là s'applique la loi des économies décroissantes au fur et à mesure que vous augmentez la taille. Et puis les départements sont en sursis. Bon, les départements, ils ont été créés par la Révolution française dans l'esprit d'une tabula rasa et d'un recommencement. Mais il faut bien dire qu'ils ont pris racine depuis 200 ans, 215 ans, et qu'aujourd'hui, ils font partie des grands points de repère de nos contemporains. On avait déjà supprimé les plaques d'immatriculation départementales il y a 3-4 ans, parce que tout ça, c'est un état d'esprit, c'est pas que M. Hollande, on avait commencé avant. Bref, on veut tout regrouper. Il y aura une solution toute simple, d'ailleurs. Ça serait de faire un land unique qui s'appellerait la France. Vous faites remonter toutes les compétences à ce niveau-là, on obtiendrait peut-être le résultat cherché. Mais cette solution, personne n'y a pensé jusqu'ici. Alors, le plus drôle, autant dans la loi Macron, il y a quand même une rationalité très dispersée, très hétérogène, mais vous prenez chaque article, un par un, il y a une rationalité, quelquefois contestable, quelquefois tout à fait technique et pas contestable. Là, il n'y en a aucune. Parce qu'on a dit et répété qu'il nous fallait des grandes régions de taille européenne. Vous imaginez, de taille européenne. Alors, j'ai pris ma calculette et j'ai regardé qu'est-ce que c'était que la taille européenne. Alors, j'ai divisé la population d'Espagne par le nombre de régions et j'ai trouvé 2,5 millions d'habitants par région. Pour l'Italie, j'en ai trouvé 2,9 millions. Et pour la France métropolitaine, j'ai mis un peu à part la Corse, j'en ai trouvé 2,9 millions aussi. Et quant à l'Allemagne, j'ai trouvé 5 millions. Mais vous enlevez les 3 grosses, qui correspondent à des entités historiques, c'est pas parce que les Allemands veulent faire du gros, parce qu'ils ont aussi des toutes petites régions, comme la Sarre, comme Brême, comme Hambourg. Vous enlevez
les 3 les plus grosses, vous retrouvez une moyenne de 2,5 millions d'habitants. Et vous prenez les 5 linders entre lesquels ont été répartis le territoire et la population de l'ex-Allemagne de l'Est, vous trouvez 2,5 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que la France. Et j'ai vu au passage qu'aux États-Unis, où les États, il y a 50 États, il y en avait quand même 15 qui étaient au-dessous de la moyenne française, qui étaient au-dessous des 3 millions d'habitants, qui sont des États, avec un drapeau, un congrès, une législation particulière, etc. Donc tout ça n'avait aucun sens, strictement aucun sens. Le plus étonnant, c'est qu'on l'ait dit, sans doute. Et encore plus étonnant, c'est que ça a été cru, et cru par l'opposition en plus, qui a pratiquement pas bouffeté sur ce sujet-là. Hein, on peut faire croire n'importe quoi, mais n'importe quoi, y compris des choses qui sont totalement contraires aux réalités les plus évidentes. Alors je vous signale que, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps là, j'ai voisiné il y a déjà longtemps, presque un quart de siècle, un peu moins, à la Datar. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'était la Datar. J'ai voisiné avec un fou dangereux qui s'appelait, je peux le dire ici, Jean-Louis Guigou, le mari d'Élisabeth, qui déjà nous parlait de regrouper les régions, qu'il y en avait trop, qu'il n'en fallait que 6 ou 7. Et tout le monde le prenait pour un fou. Mais pendant 25 ans, il n'a rien fait d'autre qu'aller le répéter. C'est-à-dire le répéter à Bruxelles, où les gens ne regardent pas les choses de plus près non plus. On finit par se convaincre que la France avait un gros problème, c'est que ces régions étaient trop petites. Il est allé le dire à l'OCDE, donc ça a été dans les rapports de l'OCDE, ainsi de suite. Et voilà, et comment on arrive à des décisions qui sont un chambardement parfaitement inutile, parce que ça va coûter très cher. Tout changement a un coût induit propre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas impunément bouleverser une structure. Il faut vous attendre à créer un supplément de travail pour une X personnes, X personnel, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand vous fichez pas un bordel totalement irrécupérable et définitif, encore heureux, quand l'organisme ainsi bouleversé retombe finalement sur ses pattes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Le Pôle emploi, je crois, s'est jamais remis de la fusion des ACDIC et de la NPE. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent de près, mais c'était les dernières nouvelles que j'ai eues. Alors on vous dit que ces réformes sont souhaitées par l'Europe. La plupart des articles de la loi Macron correspondent plus ou moins à des orientations. Mais la réforme de région, personne ne nous l'a demandé. Alors le résultat, c'est quand même un peu désastreux, parce que vous n'aurez plus de capitale régionale entre la Loire, la Garonne, l'Atlantique et le Rhône, c'est-à-dire à peu près le tiers du territoire français, désormais laissé à l'abandon. Et il y avait cette philosophie derrière. Je peux vous garantir que le Guigou en question, il avait une haine du Massif central et de la France rurale qui n'était pas piqué des vers. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et donc, tout ce qui a été l'aménagement du territoire à partir de la 4ème République, et surtout de la 5e, création de la Datar, la volonté de résoudre le fossé entre Paris et le désert français, comme on disait, tout ça est balayé, avec l'acceptation du fait qu'il y aura désormais une France riche et en croissance réserve, c'est-à-dire 4 ou 5 métropoles, et tout le reste à l'abandon, tout le reste dans la désertification, au milieu des parcs naturels, avec quelques indigènes ici ou là qui cultiveront des fermes subventionnées, etc. etc. C'est ça, aujourd'hui, l'aboutissement de 30 ans d'aménagement du territoire. Alors sur les cantons, c'est à peu près pareil, vous aurez de vastes espaces quand on regroupe 5 cantons en un, figurez-vous qu'on va on va pas laisser 5 gendarmeries, il n'y en aura qu'une dans 4-5 ans. Il y aura une seule perception, parallèlement, est actuellement en train d'être appliquée, mais ça n'a pas fait l'objet d'une loi, une directive de regroupement des écoles rurales pour les amener à un modèle urbain. C'est-à-dire qu'avec 5 classes pour 5 niveaux, 5 classes pour 5 niveaux, disparition des classes uniques, etc. Et transport considérable, puisque la classe unique pour des cantons de population très dispersée va être à 15-20 km, 25 km. Et ça, c'est en train de se faire aujourd'hui par l'application mécanique d'un schéma
qui est qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une structure différente à la campagne qu'à la ville. Alors, voilà, ça continue comme ça. Et derrière tout ça, vous avez une idéologie. Enfin, une idéologie, ce sont des idées simples qui gouvernent la chose publique. Alors, ces idées simples, peu nombreuses, mais pas uniques quand même, parce que je ne vois pas en quoi regrouper les cantons, ça se rattache aux lois du marché. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais par contre, plus c'est gros, plus c'est efficace. C'est du simpliste aussi, mais c'est effectivement l'idée qui règne. La mise aux normes supposée libérale de tout ce qui n'est pas conforme aux règles de la concurrence, c'est aussi un principe, c'est beaucoup plus... Quand vous n'êtes pas très intelligent, vous ne voulez pas travailler, c'est beaucoup plus simple d'appliquer prendre un principe simple et l'appliquer de manière mécanique. Hein. Quand on vous demande de préparer une loi, c'est beaucoup plus facile que de vous pencher sur la réalité, de l'étudier dans sa complexité, dans sa richesse, de vous demander si je prends telle ou telle mesure, est-ce que ça n'aura pas tel ou tel effet pervers sur telle autre chose? Est-ce que je ne vais pas obtenir un résultat contraire de ce que je cherche? Non. Aujourd'hui, on ne se fatigue pas. On prend quelques principes, on les applique. Et puis comme de toute façon la population est de plus en plus passive, hein, je crois vous l'avoir dit aussi, que les gens sont définitivement résignés à être gouvernés, à être dans un monde de fous, et à ne pas chercher de rationalité dans ce qui leur tombe de haut, mais c'est comme ça. Alors, je parle de ville et campagne, ça me donne l'occasion d'aborder, j'y reviendrai, un grand auteur du 19e siècle qui s'appelle Karl Marx, qui dans le manifeste du Parti communiste a dit, parmi les objectifs, il faut abolir toute différence entre la ville et la campagne. C'est intéressant. C'est ce qui est en train de se faire aussi par des crypto-marxistes qui s'en rendent même pas compte, qui sont crypto-marxistes. Alors l'idéologie, il a aussi des effets pervers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le point de départ d'un projet de réforme, c'est le principe, l'idée, le concept, on ne regarde pas s'il y a un problème qui se pose. On fait la réforme, qui généralement, elle, pose des problèmes. Par exemple, je ne crois pas savoir qu'il y a un problème. Bon, les notaires, peut-être qu'ils sont un peu trop payés, certains, mais ça, c'est pas besoin d'une loi. Hein. Vous faites un arrêté encore. Bon, et puis, de toute façon, ils sont moins bien payés que ce qu'était M. Macron à Banque Rothschild, hein, et dans un rapport de 100. Mais ceci dit, ils sont, je sais, une démagogie un peu facile, enfin je reconnais, mais je l'écrirai pas. Mais globalement, ils remplissaient leur travail, personne ne se plaignait. Vous n'avez pas vu dans la rue des gens qui manifestent contre les notaires en disant ça va pas, il faut tout changer. Vous n'avez pas vu aucun moment vous avez vu des gens qui manifestaient contre les petites communes ou qui se plaignaient que nos régions étaient trop dans la population. Les vrais gens, comme on dit, d'un mot un petit peu abusif, mais c'est des gens qui se plaignaient que les régions étaient trop petites. Personne. Donc on part de problèmes qui n'existent pas pour les résoudre. Et pendant ce temps-là, personne ne fait rien pour résoudre les problèmes de l'école, les problèmes de la délinquance. Les problèmes de la délinquance, on va faire une loi idéologique qui ira, tout le monde le sait, s'il aboutit, à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, précisément parce qu'elle est idéologique, que son point de départ n'est pas la réalité, mais des idées abstraites. Oui, et fausses, en plus, parce que les idées abstraites peuvent être justes, quelquefois, mais fausses. Alors, ces idéologies, elles posent des problèmes là où il n'y en a pas, et elles suscitent des réformes là où il n'y en a pas besoin. Mais elles sont également inefficaces et contre-productives dans la plupart des cas. Je vous ai parlé du regroupement des communes, au motif que 36 000 communes, ce n'était pas rentable. Bon, ça nous a coûté, cette petite affaire, le recrutement de 200 000 fonctionnaires. 200 000 fonctionnaires ont été recrutés pour faire fonctionner les structures intercommunales, en plus des fonctionnaires communaux déjà existants. C'est comme ça. Et je crois l'avoir dit, les régions sont déjà en train de recruter des agents pour gérer leur regroupement. La loi Macron ouvre les magasins le dimanche pour sans doute renforcer la variable de la consommation. Mais qui peut imaginer que des gens qui aujourd'hui ont épuisé leur budget au 15 du mois
au jeudi vont consommer davantage parce qu'on ira ouvrir le magasin le dimanche. Si quelques touristes, dont j'admets qu'il y ait des exceptions dans la zone touristique, etc., et encore. Mais il est clair qu'on ne va rien obtenir. Alors on a annoncé, ça fait partie de ces canards qui sont lancés dans le cadre de la propagande gouvernementale, puisqu'aujourd'hui une loi est entourée, je ne sais pas si c'était pareil autrefois, mais de toute une manœuvre de communication complexe pour la faire passer auprès de l'opinion, mais aussi auprès des députés. Et surtout l'opposition, qui a cru à peu près tout ce qu'on a dit de la loi Macron, qui a cru que c'était une loi libérale, qui n'était pas si mal, etc. Et alors on a dit qu'elle allait créer 40 000 emplois en 10 ans. C'est pas beaucoup quand même. Si, c'est vrai. Je suis à peu près persuadé que c'est pas vrai du tout. C'est comme je sais pas combien, les 10 millions d'emplois qu'on avait créés en Europe avec le marché unique. On n'a jamais vu la couleur. Alors, on peut continuer. Quand vous regardez cette loi, je n'ai pas vu une seule mesure d'économie. Parce que je suis un libéral. Je trouve que 58% du PIB en dépenses publiques et en transfert, c'est beaucoup trop. C'est inadmissible. Mais j'aimerais au moins qu'il y ait des lois qui s'attaquent à ce problème. Or, il n'y a pas une seule mesure d'économie, et insidieusement, on crée un comité d'apprentissage de la route. Bon, c'est peut-être pas un grand comité, mais enfin, il y a un petit arrêté qui dit les rémunérations des membres du comité seront fixées par décret. Alors, j'aimerais savoir comment ils seront rémunérés. Était-on vraiment obligé de se créer ce comité? Est-ce qu'on en supprime en parallèle? Pas du tout. Il existe déjà depuis quelques années un comité des participations publiques et des transferts. Il verra ses applications, qui donnent son avis sur les privatisations principalement, alors les privatisations, il y a 30 ans, c'était, au fond du temps de Balladur Chirac, c'était la direction du Trésor qui les faisait en direct. Puis on a créé un service spécialisé d'État qui s'appelle France Domaine. Et puis comme ça ne suffisait pas, on a créé un comité, quand on dit comité, il y a un secrétariat qui s'étoffe, qui chaque année s'étoffe un petit peu plus, un président des locaux, un président du comité qui a une voiture, un chauffeur, etc., des concierges, des secrétaires, bon. Et on a créé un comité des participations publiques. Alors on a prévu qu'il aurait davantage d'attributions et que sa composition serait paritaire. J'avoue que je suis un peu siffleuse. Que les élus, que les conseillers généraux soient à parité, on peut en discuter, mais enfin... Mais là, qu'un comité purement technique prévoit que, comme si c'était une prébende, un avantage d'en faire partie, qui sera composé de manière paritaire, c'est assez sidérant. Et puis, je vous l'ai déjà dit, la complexité et des codes publics ne cessent de s'accroître. Et voilà, donc à peu près tous les objectifs qu'on s'était fixés en matière de libéralisme, c'est-à-dire d'allègement de la place de l'État, vont être sans doute compromis. Alors la seule variable qui compte en définitive pour la relance de l'économie, c'est pas la loi Macron, c'est la macroéconomie. François Fillon, qui portait la parole de l'opposition UMP dans le débat, a commencé en disant regardez, nous avons un immense problème en effet, il faut s'y attaquer, mais vous en faites pas assez. C'est le chômage, nous avons 10% ou 15% de la population, officiellement 10%, mais catégorie A, mais B, C, D, on arrive à 15 ou 20%, qui est en chômage. Alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche sont pratiquement en plein emploi. C'est vrai, mais l'Autriche et l'Allemagne sont des annexes l'Autriche et les Pays-Bas sont des annexes d'économie allemande et aujourd'hui bénéficient dans les conditions que vous savez de l'euro qui a été taillé sur mesure pour l'économie allemande et les économies annexes. Et il a ajouté, le brave François Fillon, il a ajouté la Grande-Bretagne, qui vient de nous dépasser, puisque nous étions 5e économie mondiale, nous sommes passés 6e, les Allemands et les Anglais sont passés de 6e à 5e. Ah oui, sauf qu'il n'a pas précisé que les Anglais, qui ne sont pas fondamentalement plus vertueux que nous en matière de hausse des prix et hausse des coûts, n'ont pas la discipline de l'euro, ne sont pas assujettis à la discipline de l'euro. Voilà, donc ce sont ces variables macroéconomiques qui peuvent faire bouger les choses. Je ne sais pas des lois en forme de catalogue, quelque bien intentionné que soient certains de ces chapitres. Alors vous ajoutez, si vous voulez, l'œuvre
les œuvres complètes de François Hollande, à ces deux grandes lois, loi Macron, loi sur la réforme régionale, vous y ajoutez la loi Taubira 1 et la loi Taubira 2, hein, la loi Taubira 1, le mariage homosexuel, et la loi Taubira 2, qui se prépare sur la politique pénale, dans les conditions que vous savez, vous pouvez constater aisément qu'aucune ne répond ni de près ni de loin aux préoccupations des Français, à part peut-être le délai du permis de conduire, et toutes sont des lois de destruction. Hein. Et que si vous regardez toutes ces mesures qui ont été prises, mais certaines ont été prises par la droite avant, il ne faut pas croire que la droite soit innocente, vous vous apercevez que la France de 1950, j'allais dire la France de Marcel Aimé, pour les nostalgiques, bon, la France de 1950, c'était quoi? Il y avait une mairie, il y avait l'église à côté, il y avait l'école, avec un instituteur dévoué, vous aviez aussi le pharmacien, le notaire, et vous aviez le médecin. Et tout ça est en train d'être attaqué, détruit, les uns après les autres. Hein. Mairie, il n'y a plus de mairie, les églises, ben, c'est pas, il n'y a généralement pas de curé, ou pas souvent. Et puis les écoles, vous savez bien ce qu'est devenu l'école publique, quand on ne les regroupe pas dans des circonférences énormes. Et puis on s'attaque maintenant aux notaires et aux pharmaciens. Et quant aux médecins, cette richesse qu'était la France d'avoir le médecin de famille, et bien on ne l'attaque pas par le biais de la libéralisation, on l'attaque par le biais de la fonctionnalisation. Ce sont deux principes différents. Mais quel est le point commun? Au fond de moi-même, je me demande pas si le point commun, c'est pas la déshumanisation. Qu'importe les idéologies auxquelles on se réfère, pourvu que ça soit un petit peu moins humain que ça n'était. En tous les cas, aujourd'hui, le médecin est attaqué par le biais notamment de ce projet de tiers payant généralisé qui va faire que le médecin ne sera plus qu'un fonctionnaire. Il est déjà, hein, les médecins vous disent, on l'est déjà aux trois quarts, on va nous achever. Mais je suis porté à penser que c'est dommage. Alors vous direz, Huro, c'est un rural. C'est ce que m'a dit M. Guigou, tu es un rural. Tu es plus à la mode. Etc. un jour. Oui, mais je connais je suis allé rendre visite à un de mes amis qui tient une paroisse, un père blanc, parce qu'il fallait bien un missionnaire d'Afrique pour tenir ce genre de paroisse, dans les quartiers nord de Marseille. Et que j'avais connu à l'Afrique du Sud, et il m'a dit, mais dans le quartier, le seul bourgeois qui existe encore, c'est le pharmacien. Bon, c'est le pharmacien. Les autres élites qu'il pourrait y avoir, c'était les patrons de mafia, hein, parce que c'était peut-être les imams, mais les imams sont quand même subordonnés aux patrons de mafia, ce qui est d'ailleurs plutôt meilleur pour l'ordre public, mais moins bon pour la morale. Et voilà, mais le pharmacien n'existera plus, puisque ça va être une chaîne de pharmacie qui aura 400 ou 500 pharmacies sur le territoire français, puis qui sera avec des fonds financés par des fonds de pension, qui aura acheté la pharmacie, qui mettra des salariés qui rentreront chez eux tous les soirs, sans se sentir responsable de quoi que ce soit, sinon vis-à-vis de leur hiérarchie. Donc c'est pas seulement un problème de la France profonde, c'est aussi un problème de l'agrégation, de l'assimilation des populations dans les différents quartiers. Alors le résultat politique, il faut bien le dire, hein, c'est que les Français sont aujourd'hui profondément, gravement paumés, vraiment paumés, spécialement dans les zones qui sont concernées par ces réformes, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Alors, c'est une des motivations du vote du Front National, puisque, contrairement à ce qu'on croit, ça, c'est que les gens qui votent Front National sont intéressés que par l'immigration et par la sécurité, que le reste ils s'en foutent, il suffit de placer les deux mots dans le discours, comme le font certains membres de l'UMP pour les accaparer et les retourner. Pas du tout. Il y a ce désarroi profond sur fond de travail de destruction des structures fondamentales du pays, des institutions du pays, qui me paraît plus déterminant et plus fondamental. Il est en tous les cas plus fondamental dans ce qu'on appelle les nouveaux territoires du Front National, c'est-à-dire les zones rurales profondes. Parce que où le Front National, qui stagne dans
beaucoup de banlieues, enfin en tout cas en région parisienne, qui même régresse. Il est en train de monter à grande vitesse dans les zones qui ont fait l'objet de cet anti-aménagement du territoire, ce déménagement du territoire que j'évoquais tout à l'heure, qui a des aspects agricoles, ce sera un autre sujet, qui a des aspects industriels, je ne les ai pas évoqués, mais il y a toutes les délocalisations qui ont frappé en priorité les industries en milieu rural, parce que c'était souvent les moins qualifiés et les plus récentes. Et puis, vous avez ce déménagement institutionnel que nous avons évoqué, et qui est gravissime, puisque même si quand il restait la commune, le chef-lieu de canton, bon, il y avait encore le squelette. Tant qu'il y avait le squelette, il y avait de l'espoir. En tout cas, il y avait une continuité historique, un élément d'identification. Si on les casse, si on les supprime, si on supprime le département, si on fusionne la région, etc., il ne reste rien. Il ne reste rien. Alors, mais ce phénomène, il a été évoqué, je pense que je ne vais pas en avoir pour longtemps, par l'auteur que je signalais tout à l'heure, qui a lancé un passage magnifique que certains d'entre vous connaissent, mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est Karl Marx, qui a écrit dans le manifeste du Parti communiste, je crois, « La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. » Pardon pour ceux qui connaissent ce texte à peu près par cœur. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques, tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, et les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Il a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Il a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange et a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté de commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, il a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect, le médecin, le juriste, tiens, médecin et juriste, en 1848, le prêtre, le poète, le savant, et elle en a fait des salariés à gages. Alors, bon, ça c'est un grand classique de tous ceux qui connaissent le marxisme, mais jusqu'en 1968-70, les marxistes connaissaient ça. Et la doxa marxiste consistait à dire que c'était très bien que la bourgeoisie ait commencé un travail de destruction au nom du libéralisme total, mais que ce travail serait de toutes les façons inachevé et qu'il ne serait achevé que par une révolution prolétarienne qui donnerait le pouvoir au prolétariat. Et le prolétariat, lui, non seulement accomplirait la destruction des œuvres du passé, mais reconstruirait quelque chose d'organique. Voilà. Alors, il y a toute une génération qui a compris, je crois qu'il y a bien des théoriciens de ces choses-là, qui est celle de mai 68, qui étaient marxistes dans les années 68, soit les partis communistes, c'était rare, mais maoïstes, trotskistes, etc. Et ils ont compris, dans les années qui ont suivi, qu'ils pouvaient faire l'économie, qu'au fond leur but étant de détruire, leur but profond, leur aspiration profonde, ils pouvaient faire l'économie d'une révolution prolétarienne, qui risquerait d'ailleurs d'amener une tyrannie, puis de les priver de quelque chose dont ils commençaient à trouver intéressant, qui était l'argent, en se servant, en chevauchant le capitalisme et les grands intérêts nationaux et internationaux pour accomplir, sans attendre une révolution totalement mythique, leur travail de destruction. Et c'est ce que j'appelle le trotsko-libéralisme, parce que pourquoi Trotsky plutôt que Marx ou Lénine? Parce que, bon, Marx, on pourrait le dire, mais enfin, c'est pas... Parce qu'en fait, dans cette génération, à part les maoïstes qui se sont assez dispersés dans la nature, les seuls qui ont gardé des réseaux solides, c'était les trotskistes, et qu'on trouve dans les médias, quelquefois les grandes entreprises, la haute fonction publique, etc. Le gouvernement,
l'état-major du Parti socialiste. Et parce que chez les trotskistes, comme Trotsky n'a jamais été au pouvoir, il n'a fait que de la destruction. Il a commencé par détruire la vieille Russie entre 1918 et 1920, et ensuite le paradigme de la destruction par révolution prolétaire, ensuite il a prêché la révolution permanente, et alors que Staline, c'est pour pas dire Staline, parce que Staline, malgré ses immenses défauts, et Dieu sait qu'il en avait, a essayé à un moment de reconstruire quelque chose, de faire du positif, du positif. Alors que le trotskisme, c'est véritablement du destructif, si j'ose dire, du négatif. Alors c'est pour ça que je me suis dit que cette expression était assez typique de ce qui se passait aujourd'hui, parce que, il faut se le dire, nous sommes en train de vivre une révolution plus profonde que celle que nous avons connue dans le passé. Et je dirais même que celle de 1989, 1789. La France de Napoléon ressemblait sans doute bien davantage à la France de Louis XV que la France d'aujourd'hui, et a fortiori de demain, ne ressemblera à la France des années 50. Alors il y a l'économie, il y a l'exode rural, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'après tout, l'évolution économique n'obligeait personne à détruire les structures territoriales, à détruire les structures historiques existant ici ou là. Alors, cette démarche, face à cela, qu'est-ce que dit la droite? Réponse, c'est rien. Elle est même fascinée. Du temps de Sarkozy, en tous les cas, elle répondait à la même idéologie. D'ailleurs, ça, la feuille de route des réformes de Sarkozy avait été faite par Jacques Attali, qui est un produit archétypal de ce libéralisme essentiellement destructeur. Et aujourd'hui, je les ai entendus, là, ils disaient il faut faire mieux et plus. Est-ce que ça va être une réponse de l'opposition au profond et grave désarroi que ces réformes, à peu près toutes contre-productives, toutes idéologiques, produisent dans la population? Je n'en suis pas sûr. Si l'UMP annonce rien d'autre d'ici 1997 que faire mieux et plus dans les réformes libérales que proposent aujourd'hui M. Valls et M. Macron, je pense que son électorat va se rétrécir à grande vitesse et il va ouvrir un espace considérable au Front National. Alors, c'est une vraie question aujourd'hui, c'est de savoir s'il y aura place pour un autre libéralisme, parce que, comme je vous disais, à 57% du PIB passé, je ne crois pas qu'on puisse prêcher l'étatisme aujourd'hui, ou en tous les cas, l'autorité de l'État, oui, mais la taille de l'État, non. C'est une grande question, pour moi, il faut affirmer, il faut que des gens affirment que le vrai libéralisme, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Que le vrai libéralisme accepte qu'une partie de l'économie et de la société échappe à la logique du marché. Je prends souvent l'exemple de la barre fixe. Si vous mettez une gymnaste, pour douée qu'elle soit, elle fera moins bien au sol que si vous lui mettez une belle barre fixe, puis vous puissiez tourner autour de la barre fixe. Donc il faut des structures fortes. Tous les grands libéraux l'ont dit, l'ont dit ça. Les grands théoriciens libéraux de Burke et puis Hayek et autres. On peut aussi prendre un exemple qui est celui de l'ordinateur. Moi, je vais de temps en temps voir mon technicien, je lui dis, il y a des tas de logiciels qui sont arrivés, on ne sait pas comment, des spams, de ceci, de cela, des programmes dont je n'avais pas souhaité. L'ordinateur est de plus en plus encrassé. Il faut, vous me détruisez tout ça. Il le fait. Mais il ne faut surtout pas qu'il détruise les logiciels de base, qui font marcher l'ordinateur. Parce que s'il détruit tout, mon ordinateur ne vaudra plus grand-chose. C'est évident. Or, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on parlait des notaires. Bon, oui, je finis. Et on parlait des notaires, mais c'est fondamental. Parce que ceux qui sont allés faire des investissements en Chine, d'avoir un réseau de notaires à peu près sérieux, c'est fondamental. Ils ont acheté un terrain, ils ont vu un Chinois qui leur a signé un acte, ils ont occupé le terrain, etc. Puis quand ils veulent revendre le terrain, 5 ans, 10 ans après qu'ils veulent se retirer de Chine, il n'y a pas de notaire en Chine, ou rien qui ressemble à un notaire. Ils s'en vont voir les gens qui ont signé le papier, ils ne sont plus là.
Et en réalité, personne, ils ont un titre de propriété qui semble valoir quelque chose qui ne vaut rien, et puis ils sont obligés de partir sans rien revendre du tout, parce que la propriété privée, l'absence d'une police efficace de la propriété privée, comme nous l'avons en France, est un gros handicap au développement de la Chine. On pourrait en dire autant de l'Inde. Et alors pour l'Afrique, je peux, s'il y a des gens qui ont une sensibilité écologique ici, je peux leur démontrer assez facilement que la déforestation en Afrique est due à l'absence de stabilité dans la propriété, et de l'absence de titre de propriété qui fait que quand vous plantez un arbre, c'est quelqu'un d'autre qui va venir le couper, le récolter, et c'est jamais vous. Voilà. Parce que tout le monde aura oublié que ce terrain, vous aviez considéré à un moment donné qu'il vous appartenait. Alors donc on est là dans des structures de base auxquelles il ne faut pas toucher, ça ne pose pas trop de gros problèmes, me semble-t-il. Il faut aussi que la droite prenne conscience que, historiquement, elle est à la fois le libéralisme mais aussi le conservatisme, et qu'il faut conserver dans une société parce que les gens ont besoin de repères et parce qu'il y a malgré tout des tas de choses qui marchent bien. Hein. Le médecin, le médecin de famille, ça marche à peu près bien en France. Hein. Voilà, il ne faut pas y toucher, laissons-les tranquilles. Fichons la paix à tous ceux qui font leur travail tranquillement. C'est ça le vrai libéralisme. C'est pas de faire la réforme, d'embêter tout le monde tout le temps pour faire bouger, etc. Alors, et s'il y a des projets de changement qui partent du réel et qui ne partent pas d'idéal. Alors s'il n'y a pas une redéfinition globale du processus réformateur, un total changement de l'optique réformatrice qui règne dans ce pays, je crois qu'on est très mal parti. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'en pensait l'UMP, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion sur ce sujet, je suis même sûr qu'il n'y en a aucune. Au Front National, je n'ai pas bien vu s'il y en avait une ou pas, s'ils avaient pris conscience qu'il y avait un véritable problème de gouvernance dû à ces idées folles qui se sont empérées de notre classe dirigeante. Peut-être pas, mais en tous les cas, tout ça mérite d'être approfondi. Et en définitive, si nous ne faisons pas un travail de réflexion en profondeur pour redéfinir ce que doit être la gouvernance en général, la réforme quand c'est nécessaire en général et en particulier, eh bien, je pense que nous nous préparons à de singulières déconvenues. Voilà.